sur le continent, pas seulement en Afrique de l'Ouest, ni au Maghreb, ni en Afrique centrale, ni en Afrique australe. Je pense que de tout temps, la presse a été divisée sur le continent. Moi, je l'ai classée en 3 groupes. Un groupe qui est la presse politique, la presse militante, et la presse commerciale, je dirais comme ça. La presse politique a toujours suivi ce qui a existé dans nos pays après les indépendances, qui ont été d'abord la presse qui a suivi le parti unique, qui a suivi les gouvernements. Ensuite, nous avons la presse militante qui est venue après, disons, les années 91, où on a parlé de multipartisme, on a parlé de droits de l'homme, on a parlé de liberté d'opinion, etc. Et là, la presse a payé chèrement son engagement dans les différents pays, y compris mon pays, la Mauritanie, je suis mauritanienne, où la presse a toujours travaillé sous la censure, sous les écoutes, les emprisonnements, les interpellations. Et parfois, quand j'ai parlé aussi de la presse commerciale, c'est une presse qui préfère avoir un scoop sans se soucier effectivement du risque qu'il va faire encourir à tel ou tel autre groupe, à la personne interviewée, à la personne ou au groupe de personnes qui ont été citées dans l'article. Le seul souci, c'est le gain. Les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes ont essayé d'accompagner la presse. Malheureusement, comme dans certains pays, comme je l'ai dit, les activistes étant toujours assimilés à des opposants politiques parce que les activistes s'intéressent à des sujets qui font mal et des sujets tabous. Et donc, à ce niveau-là, certains pays ont réussi à ramener la presse de leur côté, tout simplement en les achetant, en leur miroitant en tout cas un avenir meilleur que de travailler avec l'opposition. C'est ce qui s'est passé chez moi. Nous avions une constitution qui en a adopté en 1991, et dans cette constitution, la liberté de la presse, de l'opinion, de l'association, etc. était bien garantie. Mais en même temps, dans cette même constitution, on maintenait toutes les lois d'exception, toutes les lois réprimant, on les maintenait. De sorte que le journaliste, avant de publier son article ou son journal, il doit d'abord, malgré qu'il a déjà payé la librairie pour faire l'impression, etc., mais il ne peut pas publier s'il n'informe pas le parquet de la République. Et donc, le parquet avait son épée Damoclès. Il pouvait dire oui, vous pouvez publier, comme il peut dire non, vous ne pouvez pas publier. Et donc, ils ont appauvri les journalistes qui étaient engagés, de sorte à leur faire peur, effectivement, de rester dans la ligne militante. Et certains donc ont dit quitter pour tout simplement accepter de collaborer avec le gouvernement. Les militants de droits de l'homme ont continué à travailler dur pour demander effectivement que le délit de presse soit dépénalisé. On a réussi à obtenir la dépénalisation du délit de presse. Mais malheureusement, malgré cela, c'est que nous nous sommes rendus compte que c'était plutôt un piège que les journalistes ont accepté. Parce qu'en acceptant tout simplement d'adhérer à une loi qui est effectivement dépénalisée, mais qui les obligeait aussi à se fédérer au niveau national et qui restait sous la coupe de la APA, qui était une autorité de régulation qui n'était pas du tout libre ni indépendante, ils se sont fait avoir de sorte à ce que la dépénalisation les ramenait pratiquement sous le coup du droit commun. Ça veut dire que toute personne pouvait tout simplement interpeller Madame X ou Monsieur Y, journaliste, et l'accuser tout simplement de diffamation. Ce qui faisait que le journaliste se retrouvait du jour au lendemain. Pour faire comprendre la presse, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que la presse essaie tout simplement aussi de jongler avec cela.
etc., où je verrai tout simplement agresser ce mon lieu de travail. En deuxième position. Donc, nous avons la télé de la République islamique de Mauritanie, qui émet en français et en arabe, qui était la télé républicaine. Ensuite, nous avons maintenant la liberté de la presse a permis à certains journalistes d'accéder effectivement à des télévisions comment on appelle, privées, mais ce n'est pas ouvert à tout le monde. Ce n'est pas ouvert à tout le monde, et si vous voulez, quelqu'un l'a dit ici, c'est que chaque tribu a sa télévision. Chaque tribu a son journal, en fait, a sa revue. Et ça ne peut pas marcher dans un pays, n'est-ce pas, qui aspire à la démocratie, qui aspire à l'indépendance, qui aspire à l'unité nationale. On ne peut pas partir et bâtir tout simplement une démocratie sur le quota où certains sujets sensibles sont considérés comme des tabous, sont considérés comme tout simplement des blasphèmes. Certains se sont retrouvés derrière les barreaux parce que tout simplement, ils ont été considérés comme étant des personnes qui portent atteinte à ce que la population mauritanienne a de plus cher que la religion. De sorte, vous n'avez pas parlé tout à l'heure d'une catégorie de journalistes qui sont les blogueurs. Vous n'avez pas parlé. Je ne sais pas, peut-être vous en avez parlé avant mon arrivée, mais vous n'avez pas parlé. Et je sais qu'aujourd'hui, dans le Maghreb, les blogueurs, n'est-ce pas, sont ciblés. On les tue. Pas seulement on les condamne, parce que quand on condamne quelqu'un à la peine capitale, effectivement, même si on est sur un moratoire, la Mauritanie est un moratoire de 26 ans, on a un moratoire de 26 ans sur la peine capitale, mais je dis bien qu'il suffit qu'on ait demain un illuminé qui va tout simplement envoyer tout ce monde-là à l'abattoir. Et bonjour les dégâts. Mais on n'a pas un article, par exemple, sur la vie du prophète, un article sur la vie de la femme qui a été violentée, etc. Et elle se retrouve engagée. Une presse politique qui accompagne les hommes politiques et qui n'ont pas le courage, n'est-ce pas, de divulguer ni de critiquer les hommes politiques quand il y a un dérapage qui est constaté au niveau du non-respect de la formation. Mais à côté de cela, dans certains pays africains, où aujourd'hui ces pays vivent une crise grave, il y a la presse qu'on appelle de la haine, ça n'a pas de sens. Il faut lutter contre cette presse qui détruit ce que nous avons de plus beau chez nous, qui est cette unité, ce brassage de communauté, ce brassage de culture, n'est-ce pas, qui constitue l'homme africain. Aucun homme africain ne peut dire, moi, par exemple, je suis de telle ethnie. Non, il y a un brassage. Une distance géographique qui fait qu'il y a une telle richesse que nous emmagasinons au sein de nous-mêmes, et en conséquence, on ne devrait pas accepter tout simplement ces radios de la haine, ces journaux de la haine, ces télévisions de la haine qui continuent à nous déchirer et qui nous font effectivement, et qui sont au service des hommes politiques. Qui sont au service des hommes politiques qui ne vont pas quitter le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils n'utiliseront pas? Qu'est-ce qu'ils n'useront pas pour rester encore au pouvoir? Je vais parler de Mugabe, il a 80 et quelques ans, n'est-ce pas? Il va rester jusqu'à 100 ans. Ce sera, comme l'a dit quelqu'un de chez moi, que les hommes politiques ne connaissent que deux choses. C'est à la porte ou à la mort. C'est ce qu'ils connaissent. L'homme politique africain ne sait que deux choses. À la porte ou à la mort. Ou il est renvoyé, ou il reste jusqu'à la mort. Est-ce que nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant que journalistes, nous voulons encore continuer sur cette lancée d'appuyer tout simplement une classe politique qui ne veut pas quitter et qui ne regarde pas le besoin de la population, qui ne regarde pas les soucis de la population, qui continue à commettre des violations graves et qui ne peut pas être aujourd'hui